Le dernier message enregistré fut retrouvé 3 semaines après la tempête de la station côtière de Lanverne un 3 février. Une voix de femme rauque, à peine audible sous le souffle du vent. Il m'a parlé cette nuit. La mer a ouvert les yeux. Le phare de Care Armor, dressé sur un éperon rocheux depuis 1894, est inhabité depuis des années, officiellement. Alice, veuve d'un ancien gardien disparu en mer, y aurait vécu seule plus d'une décennie, silencieuse, presque invisible, jusqu'à ce qu'une jeune journaliste locale décide d'enquêter sur elle. Un simple portrait humain, avait-elle dit. On a retrouvé sa voiture, vide, à l'orée du sentier côtier. À l'intérieur, un carnet mouillé, un enregistreur grésillant et une phrase griffonnée à l'encre noire. « Éteignez la lumière !» Ce récit est une reconstitution, fragment d'archives, témoignages, déductions. Ce qu'il révèle n'a jamais été confirmé, mais il persiste, comme une rumeur, comme un appel venu du fond. Si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses voient au fond de vous. Nietzsche. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Le village de Kerdouarn, sur la côte bretonne, n'apparaît plus sur certaines cartes. Grignoté par le temps, le sel, les départs, il subsiste à peine. 3 maisons habitées, une supérette fermée depuis 6 ans, une chapelle sans clocher. Et au loin, presque hors du monde, une langue de terre noire qui s'avance dans l'océan comme une mâchoire. Au bout de cette avancée, il y a le phare de Care Armor, un cylindre de granit gris, haut de 25 mètres, battu par les vents, encastré dans la roche. On l'appelle localement l'œil du néant, parce qu'il est le dernier avant l'Atlantique profond. Après lui, rien, le vide. La mer qui mange les bateaux et rend les corps méconnaissables. Quand le mari d'Alice y a été affecté en 1987, c'était déjà un poste redouté. Solitude, embrun, tempête, absence totale de réseau. Certains agents refusaient la mutation. D'autres demandaient à ne pas y rester plus de 6 mois. Mais lui, il est resté, et elle l'a suivi. Alice n'a jamais été une femme sociable, discrète, maigre, toujours vêtue de noir. Elle avait le regard de ceux qui voient loin ou à l'intérieur. On la croisait parfois le dimanche matin, allant chercher une miche de pain à la boulangerie, puis plus rien, plus de visites, plus de courses. Elle avait tout abandonné pour vivre dans le phare, même après la mort de son mari. Officiellement, le lieu n'était plus habité. L'électricité avait été coupée, les cartes maritimes ne signalaient plus sa lumière, mais les pêcheurs du coin juraient l'avoir vue, certaines nuits, allumée. Une lumière mouvante, presque organique, comme un œil qui cligne. « Ce phare, il respire », disait un vieux marin, et elle lui parle. Les rumeurs ont commencé à circuler il y a 6 ans. Des cris la nuit, des lueurs étranges sous les rochers. Un chien retrouvé mort, la langue arrachée. On disait qu'Alice avait perdu l'esprit, qu'elle s'était mise à parler seule, puis à parler en d'autres langues. Une institutrice affirma même l'avoir vue marcher, pieds nus sur les grèves, les bras en croix, murmurant des psaumes anciens. Elle aurait prononcé plusieurs fois le nom Elias. Mais personne n'est jamais allé vérifier, parce qu'on n'approche pas ce qui fait peur, et que l'hiver, à Kerdouarn, tout le monde se terre. Lorsque la journaliste Clara arrive en janvier 2021 pour réaliser un portrait audio de la mystérieuse veuve du phare, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle est jeune, enthousiaste, persuadée de pouvoir démystifier les légendes locales. Elle prend contact avec Alice par courrier, reçoit une réponse manuscrite, presque poétique. « Je suis ici, mais ce n'est pas moi qui parlerai, c'est la mer qui vous répondra. » Clara décide de venir seule, avec un micro, un enregistreur, un sac de couchage. Elle prévoit d'y passer 2 nuits.
Ce sera la dernière fois qu'on la verra. 3 jours plus tard, une tempête violente s'abat sur la côte. Quand les secours sont envoyés pour vérifier l'état du phare, ils trouvent la porte grande ouverte. Aucune trace de lutte, aucun signe de présence humaine. Mais dans la pièce du haut, au sommet de la tour, une vieille chaise à bascule tournée vers la mer, et sur le sol, un coquillage gigantesque, posé comme une offrande. L'enregistreur de Clara est retrouvé dans sa voiture, garée à l'écart près de la falaise. Le fichier audio s'interrompt brusquement à 3h11. Un grésillement, puis une voix. « Il est revenu. Tu l'as appelé toi aussi. Tu comprends maintenant ? Il ne faut jamais rester seul quand on regarde l'eau trop longtemps. » Depuis, personne ne s'est aventuré jusqu'au phare. Il paraît que certains soirs, quand la brume monte, on entend une femme chanter dans une langue que personne ne reconnaît, et que les lumières du phare se sont rallumées. Alice est née un matin d'hiver 1953, dans une maison basse au volet vert, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Une fille unique, silencieuse dès le berceau. Sa mère, Jeanne, était connue pour ses dons de voyance. On venait de tout le département pour lui faire lire les lignes de la main ou poser des questions aux disparus. Elle ne souriait jamais, parlait lentement, comme si chaque mot devait d'abord traverser un tunnel souterrain. Le père, lui, était marin. Il n'a jamais vraiment fait partie de l'histoire. Parti en mer, un soir d'orage, il n'est jamais revenu. Aucun corps, aucun naufrage déclaré, juste une absence, un vide, et une phrase lancée par la mer. « Il a été repris par l'eau, il n'aurait jamais dû trahir la promesse. » À l'époque, Alice a 6 ans, et depuis ce jour, elle ne prononcera plus un mot pendant presque 1 an. L'enfance d'Alice se déroule dans un monde feutré, fait de silence, d'encens, de rituels étranges. Sa mère tenait un hôtel dans la cave, entreposait des bocaux d'eau de mer, des os blanchis et des morceaux de cire modelés à la main. Elle lui interdisait d'aller à l'église, mais lui apprenait à écouter les courants. La mère est un ventre, Alice. Ce qu'on lui donne, elle le garde. Ce qu'on lui vole, elle le reprend. Parfois la nuit, l'enfant entendait sa mère murmurer des phrases dans une langue gutturale inconnue, des chants, des invocations, et un nom, toujours le même, Elias. À l'école, Alice était invisible, première de la classe, polie, discrète, mais toujours à l'écart. On disait qu'elle faisait peur aux autres enfants, qu'elle les regardait trop longtemps sans jamais cligner des yeux. Une institutrice raconte un jour l'avoir trouvée debout face à la fenêtre en train de parler toute seule. « Ce n'est pas moi qui parle, mademoiselle, c'est lui, il est revenu. » À 14 ans, elle s'enfuit de la maison. Elle sera placée quelques mois dans une famille d'accueil avant de retourner vivre avec sa mère malade. Lorsque Jeanne meurt en 1972 d'un cancer généralisé, Alice refuse l'autopsie. Elle l'enterre sans cérémonie et reste seule dans la maison pendant 2 ans. Puis un jour, elle disparaît. On la retrouve des années plus tard à Brest, mariée à un homme simple, taciturne, nommé Joseph, gardien de phare. Ils s'installent ensemble dans un logement de fonction, d'abord à Penmarche, puis à Saint-Mathieu. La mère est toujours là, et cette fois, Alice semble s'apaiser. Elle jardine, écrit des lettres, parle peu mais doucement. Elle ne sourit pas mais ne fait plus peur. Joseph, lui, ne dit presque rien, mais il semble veiller sur elle, avec une loyauté muette. Une rumeur prétend qu'il l'a trouvée un soir, sur la jetée, pieds nus, les bras tendus vers le large, et qu'elle aurait murmuré en état de transe « Il est dans l'eau, il m'attend, il n'a pas fini ». En 1987, Joseph est affecté au phare de Kerarmer, un poste difficile, isolé, réservé à ceux qui n'ont rien à perdre. Il accepte sans discuter et Alice le suit. Le couple vit seul, sans enfants, sans visiteurs, sans téléphone. Les quelques marins qui approchent le rivage parlent d'un couple fantomatique. Lui, grand et rigide comme une stèle, elle, fluide, pâle, les cheveux au vent. La lumière du phare clignote parfois sans raison. Certains disent
qu'ils entendent des chants par-dessus les vagues. Puis un soir de janvier 2011, une tempête déchire le ciel. Joseph sort vérifier la solidité de la rampe extérieure et ne revient jamais. Le corps ne sera jamais retrouvé. Après sa disparition, Alice ne quitte plus le phare. Les services sociaux lui proposent un hébergement, elle refuse. Elle affirme que son mari n'est pas mort, qu'il a franchi l'autre côté, qu'il continue de parler. Elle écrit des lettres, des pages entières signées EM pour Elias Ménard. Mais ce n'est pas le prénom de Joseph. Elle entre dans une vie de silence, ponctuée de rituels. Chaque soir, à la même heure, elle monte au sommet du phare, allume une lampe à huile et reste là des heures, immobile. Ceux qui l'ont aperçue parlent de chants, de paroles marmonnées, parfois même d'un rire. Un rire d'enfant ou de noyé. Lorsque Clara commence son enquête, elle pense faire un simple reportage humain. Une figure locale étrange, une femme recluse dans un phare battu par les vents, vivant avec les souvenirs d'un mari disparu. Elle ne sait pas encore qu'en approchant cette solitude, c'est un gouffre qu'elle va frôler et peut-être réveiller. Clara est méthodique. Elle enregistre tout. Les bruits de pas dans le sentier, les cris des goélands, le grincement de la porte rouillée, le premier contact avec Alice est sec, mais pas hostile. La vieille dame l'accueille sans sourire. Vêtue d'un manteau en laine épaisse, elle parle peu, regarde toujours la mer, comme si elle attendait quelque chose. « Vous êtes venue seule ?»« Oui. »« Alors vous entendrez mieux. » La première nuit, Clara dort dans l'ancienne chambre du gardien. Le plafond suinte, la mer cogne contre les murs comme une bête blessée. À 3 heures du matin, elle se réveille. Quelqu'un parle dans la pièce au-dessus. Des mots enroulés dans le vent, presque chantés. Elle monte, dictaphone à la main. Alice est debout dans la lanterne, silhouette noire, contre la lumière rougeâtre. Elle murmure. Une langue gutturale, presque liquide. Parfois, elle rit. Et soudain, elle s'arrête, se tourne vers Clara, ses yeux sont ouverts mais vides. « Il vous a entendu. » Le lendemain, Clara questionne Alice. « Qui est-il » Alice parle d'un nom, Elias. « Ce n'est pas Joseph, dit-elle. » Joseph est parti. Elias est resté. Elle affirme que la mère a une mémoire, que certaines âmes n'ont pas de corps, mais qu'elles attendent un porteur. Elle dit que le phare est une porte, et que la lumière, si on la regarde trop longtemps, finit par entrer en nous. Clara prend des notes, elle s'accroche à la rationalité, se dit que c'est de la mythomanie, de la psychose, du délire mystique, mais la deuxième nuit, tout change. Elle installe l'enregistreur sur la table. Elle veut capter les murmures, prouver quelque chose. À 2h47, le son se déforme. Un souffle, puis des voix, plusieurs. Une polyphonie trouble. Des bribes en breton, en latin, en autre chose. Et surtout son prénom, murmuré 3 fois. Clara, Clara, Clara. Elle sursaute, regarde autour. Alice n'est pas là. Elle monte au sommet, le phare est vide. En redescendant, elle trouve un objet sur son lit. Un coquillage, immense, inconnu. À l'intérieur gravé, comme à l'acide, E.M. Clara panique, elle veut partir, mais au lever du jour, le chemin est effacé, littéralement. La tempête a englouti le sentier côtier, plus de repères, juste du vent, des vagues, du gris. Elle retourne dans la pièce principale. Alice est assise, les mains posées sur les genoux, le regard dans le vague. Il est trop tard. Une fois qu'on l'a entendu, il entre. Clara allume son dictaphone, pose une question simple. Qui est Elias ? La réponse d'Alice ne vient pas par la bouche, mais par un rire profond, qui ne lui appartient pas et qui dure bien trop longtemps. Ce sera la dernière trace sonore de Clara,
L'enregistrement retrouvé dans sa voiture s'interrompt après ce rire. Les gendarmes diront que la mère l'a prise, qu'elle a glissé, mais aucune trace de chute, aucune empreinte. Le carnet retrouvé sur son siège contient des dessins, des spirales, des yeux, des vagues ouvertes comme des gueules. Et une phrase répétée 20 fois. « Éteignez la lumière, éteignez la lumière, éteignez la lumière. » Depuis ce jour, plus personne n'a approché le phare. Mais des pêcheurs affirment avoir vu une silhouette au sommet. Parfois, une lampe à huile brille dans la nuit, même quand la mer est déchaînée. Et ceux qui s'attardent trop près des rochers disent avoir entendu leur prénom porté par le vent. Il serait facile de conclure qu'Alice a perdu la raison, que la solitude, l'âge, le deuil et l'isolement ont creusé une brèche dans sa psyché. Mais ce qui dérange dans cette histoire, c'est qu'elle ne ressemble pas à une simple dérive. Il s'agit d'une organisation psychique cohérente, presque structurée, tissée autour d'un langage symbolique archaïque. Et c'est là que les grands penseurs de l'ombre, comme Jung ou Mélanie Klein, peuvent nous offrir des clés. Le cri de l'inconscient collectif. Pour Jung, la psyché humaine n'est pas uniquement façonnée par l'expérience individuelle, mais traversée par des archétypes universels. La mère, dans cette perspective, est l'un des plus puissants. Elle représente l'inconscient, le féminin profond, le chaos originel d'où tout émerge et où tout peut être englouti. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Carl Jung. Alice n'a pas regardé dedans, elle a plongé. Elle a abandonné les repères du monde visible pour se livrer au symbolique brut. La mer, le phare, la lumière, les murmures. Tous ces éléments ne sont pas des hallucinations gratuites, ce sont des formes archétypales qui se déploient à travers elle. Le phare lui-même est un symbole fort, colonne de lumière dressée dans les ténèbres. Il représente la conscience tentant de percer l'inconscient. Mais lorsque cette lumière devient obsessionnelle, lorsque l'œil reste ouvert trop longtemps, c'est l'inconscient qui pénètre la conscience et la submerge. Alice ne s'est pas contentée d'écouter l'abîme, elle s'est identifiée à lui. Mélanie Klein, pionnière de la psychanalyse infantile, propose une autre lecture. Selon elle, les psychoses ne sont pas de simples folies, mais des tentatives désespérées de l'âme pour réparer une perte originelle. Chez l'enfant, la perte de l'objet d'amour, la mère, ou ici le père, crée une terreur si profonde qu'elle fracture le moi. Le délire devient alors une tentative pour reconstruire un lien symbolique avec ce qui a été perdu. Alice, très tôt, a été confrontée à la disparition du père, une disparition non nommée, non ritualisée, remplie de mystère et de culpabilité. Sa mère, elle-même investie dans un monde ésotérique, n'a pas offert de contenance stable. Résultat, Alice n'a jamais intégré la perte, elle l'a figée dans un monde parallèle. Et ce monde, elle l'a nourri de mythes, de rituels, de figures imaginaires, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus réels que le réel. Elias, dans cette perspective, n'est pas un fantôme, c'est la condensation de toutes ces pertes. Le père, le mari, la maison d'enfance, l'identité stable. Il est le gardien de son vide, mais aussi le seul lien qui lui reste avec le monde intérieur. Mais ce qui rend ce cas si troublant, c'est que le délire d'Alice n'est pas chaotique, il est ordonné, fidèle à un système. C'est un univers complet, cohérent, dans lequel la mort n'est pas une fin, mais une traversée. Ce type de fonctionnement rappelle ce que la psychiatrie appelle parfois la folie mystique, un état où le sujet croit être en lien avec des entités supérieures, dans une logique sacrificielle ou initiatique. Certaines traditions voient ces états comme des éveils spirituels mal canalisés. Mais dans le cadre psychodynamique,
Ils traduisent une forme de dissociation protectrice. Lorsque le réel est trop violent, l'âme préfère inventer un au-delà pour ne pas s'effondrer. Alice n'a pas fui la réalité, elle a reconstruit une réalité alternative, plus supportable que le vide. Et c'est cette cohérence glaçante qui déstabilise Clara, parce qu'en face d'Alice, ce n'est pas une folle qu'elle entend, mais une croyante absolue. Et nous, que voyons-nous dans l'abîme? Ce que cette histoire révèle, c'est la porosité entre le rationnel et l'irrationnel, entre l'écoute de l'inconscient et l'engloutissement total. Regarder les abysses, ce n'est pas seulement affronter la mort ou la folie, c'est risquer de se laisser habiter par ce qu'on espérait comprendre. Et quand l'abîme commence à nous répondre, alors, il est peut-être déjà trop tard pour fermer les yeux. La dernière fois qu'un signal lumineux a été aperçu depuis le phare de Kerarmer, c'était le 7 février 2021 à 3h14 du matin. Une lumière pulsée, rouge sang, à intervalles irréguliers. Un témoin, un marin-pêcheur nommé Loïc, a déclaré l'avoir vue depuis son chalutier. « J'ai cru qu'il y avait un incendie, mais la lumière n'était pas du feu. Elle tournait comme un œil. Elle s'arrêtait, puis repartait, comme si quelque chose regardait. » Ce même matin, un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Le phare semble intact, mais aucune silhouette n'est visible à l'intérieur. À 7h32, la lumière s'éteint définitivement. Le lendemain, les autorités accèdent enfin au bâtiment. La tempête a arraché une partie du sentier. La porte du phare est entrebâillée comme si quelqu'un l'attendait. À l'intérieur, un silence saturé d'humidité. Tout est à sa place, un bol d'eau sur la table, un cahier à moitié rempli, une chaise basculée, mais pas de traces d'Alice, rien. Pas de corps, pas d'effraction, pas de lutte. Seul élément intrigant, une lampe à huile, encore tiède, et une page arrachée du journal intime posé au centre du bureau. L'écriture est tremblée, presque griffée, comme si la main qui l'avait tracée résistait à quelque chose. Ce n'était pas Joseph, vous l'avez compris trop tard. Le nom est ancien. Elias n'est pas un homme. Il est ce qui veille quand le monde dort. Il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas parler dans le noir. Il entend. Et quand il entend, il entre. Éteignez la lumière. Éteignez-la. Au bas de la page, une signature étrange, une sorte de glyphe marin. On aurait dit une spirale ou un œil noyé. Les experts forensiques ne trouvent rien. Pas de traces de pas, pas de signe de sortie récente, comme si Alice s'était dissoute. Un inspecteur suggère une noyade volontaire. Un autre, plus superstitieux, demande à clore l'affaire rapidement. Mais ce qui trouble le plus, c'est ce qu'il trouve en redescendant. Une pièce cachée, sous l'escalier, une cave, jamais mentionnée dans les plans. À l'intérieur, des bocaux d'eau de mer, des symboles peints à la chaux, un coquillage énorme enfoncé dans un lit de sel, et au mur, gravé profondément dans la pierre, une seule phrase. Il faut toujours quelqu'un pour garder l'ouverture. Clara, la journaliste, n'a jamais été retrouvée non plus. Son enregistreur a livré un dernier fichier daté du soir précédant sa disparition. On y entend d'abord sa voix essoufflée. J'ai vu quelqu'un dans la lanterne, mais ce n'était pas Alice. Il était plus grand, plus sombre. Il m'a regardé. Il n'avait pas de visage. Suit un silence, puis un son aigu, semblable à un hurlement inversé. Enfin, une voix murmurée, grave, étrangère, qui semble provenir de très loin. « Maintenant, tu sais. » Le fichier se coupe. Dans les semaines suivantes, plusieurs tentatives de reportage sont avortées. Les caméras tombent en panne. Les guides refusent d'accompagner les journalistes. Une équipe de télévision se perd dans le brouillard. On retrouve leur drone carbonisé au pied de la falaise. Puis, plus rien.
Le silence s'est refermé sur le phare. Aujourd'hui encore, certains marins refusent de s'approcher de la côte. On raconte que, par nuit sans lune, le phare clignote de nouveau, mais pas avec sa lumière d'origine, une lumière plus froide, plus basse, comme si elle venait du sol ou du dessous. Et parfois, ceux qui l'ont vu disent que leur sommeil n'est plus le même. Des rêves d'eau, des voix dans les coquillages, un nom qui revient, encore et encore, Élias. Il y a des lieux où le réel s'effrite, des interstices où la logique cède, où le rationnel s'arrête comme une barque trop fragile, face à une mer qui n'a pas besoin de preuves pour exister. Le phare de Kerarmer est peut-être l'un de ces lieux, mais au fond, ce n'est pas l'endroit qui importe, c'est ce qu'il révèle. Dans la solitude extrême, dans le silence profond, quelque chose se met à parler. Ce n'est pas toujours une voix humaine, ce n'est pas toujours une voix du dehors. Parfois, c'est notre propre inconscient qui s'exprime à travers des formes primitives, symboliques, effrayantes. Carl Jung l'avait formulé avec une acuité glaçante. Ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. Et Mélanie Klein, de son côté, nous a appris que lorsque le réel devient insupportable, le psychisme crée une autre réalité pour ne pas sombrer. Mais parfois, cette autre réalité devient plus cohérente, plus obsédante, plus puissante que celle des faits. Alice n'a peut-être jamais parlé aux morts, mais elle a écouté quelque chose que peu de gens osent affronter, le vide. Et dans ce vide, elle a projeté une forme, un nom, un souffle, Élias. Le plus dérangeant, ce n'est pas que cette chose existe, c'est qu'elle résonne en nous, car chacun de nous, à sa manière, porte un phare intérieur, une tour de guet, et dans les moments de crise, de perte, de deuil, ce phare peut vaciller. Alors une lumière étrange se rallume, et un nom oublié remonte des profondeurs, le nom de notre peur la plus ancienne, ou de notre désir le plus enfoui. Et si nous laissons cette lumière allumée trop longtemps, peut-être que l'abîme, lui aussi, finira par nous regarder. Et toi, dis-moi, tu l'as déjà entendu? Cette voix au fond du silence, ce frisson qui passe sans prévenir, quand tout est calme, mais que quelque chose observe. Tu regardes la mer parfois? Tu l'écoutes longtemps sans rien dire? Tu sais, c'est dans ces moments-là qu'ils approchent. Pas pour faire peur, juste pour exister. On dit que ce que l'on ne nomme pas finit par nous habiter, mais ce qu'on regarde trop longtemps peut aussi nous traverser, comme une lumière qui entre sans frapper. Alors je te pose la vraie question. Et si Élias, ce n'était pas une légende? Et si Élias, c'était un nom ancien que tu portais déjà sans le savoir? Tu peux éteindre cette histoire maintenant. Tu peux te dire que tout cela n'était qu'un récit. Mais cette nuit, quand tu entendras le vent frôler ta fenêtre, écoute bien. Et demande-toi qui t'écoute en retour. Bonne nuit, et n'oublie pas, éteins la lumière. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite